Salut bande de tarpinous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Backlight, un épisode un petit peu spécial, j'ai envie de dire. Monseigneur, comment ça va ? Bah bien, et toi Mathias ? Bah écoute, impeccable. Impeccable. Ouais, j'aime bien cette expression. Un épisode de Backlight donc sur le film Grâce à Dieu. Alors c'est pour ça que je disais un petit peu spécial, on n'a pas trop l'habitude de faire ce genre de film français un peu d'auteur. C'est ça. Donc voilà, c'est malgré tout un film qui a quand même une assez grande visibilité, on va dire, dans les médias. On a beaucoup parlé, notamment, notamment parce qu'il a créé la polémique. C'est ça. Et oui. Bah écoute, on va en parler tout de suite, juste avant de passer à notre rubrique Top et Flop, parce que finalement c'est devenu ça Backlight, on peut le dire. Oui, on va pas vous raconter ce que vous avez soit vu dans la bande-annonce, soit ce que vous avez déjà vu au cinéma. Exactement. Donc bah voilà. Alors, Grâce à Dieu, film de François Ozon avec Melville Poupeau, Denis Ménaudet et Swan Arlo. Voilà. Film donc qui se base sur des faits réels suite à la mise en examen et au procès du père Bernard Prénat, donc du diocèse de Lyon. Oui. Et aussi du cardinal Barbarin, voilà, pour sa responsabilité et non-dénonciation des crimes de ce père Prénat, qui est donc accusé et présumé innocent, évidemment, jusqu'à ce qu'il soit jugé, d'attouchement et d'actes sexuels envers des enfants. Voilà. Des scouts notamment. Voilà, notamment des scouts. Alors l'affaire est sortie en 2016, peut-être on peut dire en préambule. Donc il y a quand même la fraîcheur en fait quand même de cette affaire et le fait qu'elle soit pas encore jugée. C'est ça. Ce qui est un peu exceptionnel pour ce genre de film. En général, ça se passe toujours longtemps après et là effectivement on est encore dedans. Donc finalement vous n'avez pas la fin du film puisque vous n'avez pas la fin du procès. Exactement, voilà. Bah, du coup on en parlera, mais peut-être justement c'est ça, c'est que le film il se concentre pas justement sur la partie procès judiciaire et tout ça. Ça y est dedans, mais c'est un peu anecdotique. Voilà. Et donc il y a une autre polémique qui est venue du fait que les avocats alors notamment de Prénat ont essayé de faire interdire la diffusion du film et que le jugement a été rendu lundi dernier, donc et le film est sorti mercredi. Et donc si le film est sorti, c'est qu'effectivement le jugement a été positif envers le film. Tout à fait. Ce que dit François Ozon d'ailleurs, c'est que certes l'affaire n'a pas été jugée et que donc le père Prénat évidemment reste présumé innocent jusqu'à ce qu'il soit jugé, mais que lui l'histoire qu'il raconte se base sur les verbatim des procès-verbaux, des aveux, enfin tout un tas de choses qui ont déjà été rendues publiques et qui sont dans la presse, et que donc voilà, le film ne révélait rien de nouveau. C'est vrai, ce qu'on peut dire, c'est que globalement il y a peu de mystère quant à l'issue de tout ça. Enfin maintenant on a eu des retours, mais il y a peu de mystère quant à l'issue de tout ça, et on est face à quelqu'un qui avoue quelque chose avec beaucoup de victimes. Donc ce serait quand même extraordinaire qu'à la fin on nous dise ah bah non en fait ce mec-là était innocent. Ça paraît totalement impossible parce que d'un côté on a quelqu'un qui avoue et de l'autre côté on a beaucoup de victimes qui racontent la même chose avec qui corroborent. Enfin voilà. Alors là où c'est un peu touchy, c'est qu'il y a beaucoup de ces affaires en fait qui sont prescrites. D'ailleurs, ça fait partie d'un des arguments du film, parce qu'à un moment ils cherchent les victimes et donc il y a les prescrits et les non prescrits. Vu que les faits, alors les faits on peut dire ils remontent à, ça se passe entre 86 je crois et 93. C'est ça, je crois. Et donc du coup, il y en a qui sont prescrits parce qu'en plus c'était 10 ans la prescription, puis c'est passé à 20 ans. Et maintenant, c'est passé à 30 ans. Et 30 ans à partir du moment où on a 18 ans, en fait, où la victime mineure a 18 ans. Voilà. Donc, en fait, maintenant, le problème ne se poserait plus. Mais au moment de l'affaire, en 2016, le problème se posait, puisqu'il y en avait qui étaient prescrits, d'autres non. Et c'est là où ça peut un peu gueuler, quoi. C'est-à-dire que, bon, tu médiatises une affaire qui est des affaires qui sont prescrites. Non, c'est sûr, c'est toujours un petit peu compliqué. Je dis ça, je me mets du côté des avocats. Non, c'est ça. Après, c'est un peu exceptionnel dans le sens où ce film a été fait pendant l'affaire et voilà quoi. Donc allons-y, non ? Et ben voilà, je pense qu'on en a dit assez sur le contexte du film. Donc allons-y, on passe tout de suite à la rubrique que vous attendez tous. Évidemment. Les top et flop. C'est parti. Les top et flop. Alors les amis, nous sommes toujours dans la partie sans spoil. Donc il n'y a pas de spoil sur le film. Alors c'est un film, il n'y a pas grand chose à spoiler parce qu'il n'y a pas une intrigue avec des retournements de situation et tout ça. On connaît grosso modo l'histoire. Tout est posé depuis le début en fait. Voilà. En fait c'est l'évolution de 3 victimes notamment qu'on va suivre.
plus que d'autres, après on en voit plus, hein, mais voilà, c'est leur évolution sur d'où ils partent, comment ils vont faire franchir le pas de parler de tout ça, et comment ils vont le vivre, et comment ils vont finir finalement. Et c'est surtout ça, le truc du film, c'est pas est-ce que le père Prénat est pédophile, pas pédophile, oui, ça, c'est plutôt clair, est-ce qu'il va finir en prison, pas en prison, etc. Ça, c'est pas tellement les enjeux du film. Non, les enjeux, tu l'as bien dit, c'est vraiment on se concentre sur ces trois victimes là. Voilà, c'est chronologique. Hein, le premier tiers du film, c'est beaucoup sur un personnage, deuxième tiers sur un autre, et le troisième sur le troisième du coup. Oui. Et donc voilà, donc c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de spoil malgré tout. Écoute, je te propose qu'on fasse nos top et flop sans spoil, et puis après on voit si on a vraiment un truc où on doit révéler des parties du film. Et on fera une partie avec spoil. Ça va. Et voilà. Écoute, j'ai envie de te demander ton premier top finalement. Alors, commençons par le positif. Le top, c'est que moi j'ai trouvé quand même que le film était traité d'une façon. Alors, original, c'est pas le mot parce que c'est pas non plus du jamais vu, mais c'était pas facile de traiter ce genre d'affaires puisque, comme on le disait juste avant, en fait, il y a eu beaucoup d'échanges. Le début de l'histoire, c'est beaucoup d'échanges de mails entre les victimes, Barbarin, l'Église. Etc. Et en fait, c'est compliqué de raconter un film qui commence par des échanges de mails, principalement des échanges de mails. Alors c'est pas ça tout le film, hein, voilà, mais je trouve qu'il y a eu quand même ils s'en sont pas trop mal sortis pour traiter cette histoire-là, sachant que c'est pas très sexy d'écrire une histoire qui démarre par beaucoup d'échanges de mails. Ouais, et qui se place du côté des victimes. Voilà, qui se place du côté des victimes. Donc du coup, en essayant d'éviter un peu le côté sensationnaliste de ce genre d'affaires. C'est-à-dire que là, il n'y a pas, il n'y a pas tellement le côté je vous raconte l'histoire depuis le début, c'est-à-dire ça commence 30 ans avant, on voit le prêtre qui viole qui viole des enfants, et puis les enfants grandissent. Enfin, c'est pas quelque chose c'est pas chronologique. En gros, c'est vraiment comment les victimes déclarent être victimes, portent plainte, etc. Et donc tout ça, c'est vraiment de l'échange de mails. Et moi, au bout d'un moment, je me suis dit, ça risque d'être un petit peu compliqué si tout le film est comme ça, parce que c'est vraiment long au démarrage. Hein. Il y a beaucoup d'échanges de mails qui sont lus avec une voix off, et illustrés par des images de la personne en train d'écrire ou en train de réfléchir, etc. Et à un moment, j'ai eu peur. Je me suis dit, peut-être que tout le film est comme ça, parce que ça dure longtemps quand même au début. Peut-être que tout le film est comme ça, et là, au bout d'un moment, je vais serrer, quoi. Voilà, je veux dire, des échanges de mails lus comme ça pendant 2 heures. Voilà. Ouais. Donc, bon, ça s'arrête au bon moment, et en même temps, c'est bien joué, c'est bien. Enfin, les voix off sont bonnes, etc. Et du coup, je trouve que ça fonctionne. Et voilà, mon top, ce serait que le traitement est pas si mal que ça pour un film français dans le contexte, etc. D'un film qui a sans doute été fait assez vite. Disons que vu que l'affaire éclate en 2016 et on est en 2019, forcément ça s'est fait. Ça s'est fait dans un laps de temps avec surtout j'imagine des remaniements de scénario assez fréquents. Pour l'anecdote, Ozon voulait faire un documentaire, et en fait, quand il a contacté les victimes qu'on voit dans le film, les victimes ont dit qu'ils sortaient de beaucoup de médiatisation et tout ça, et du coup ça les gonflait un petit peu. Oui. Et donc du coup il a dit dans ce cas-là je vais faire une fiction. C'est ça. Alors après il y a cette problématique de la fiction. Alors pour finaliser mon top, je dirais c'est ça. Finalement c'est pas si mal traité que ça, et on va pas s'ennuyer, on va pas plonger dans un truc qui va être descriptif de tout ce qui s'est passé. On sent qu'il y a quand même un travail de fiction, un travail d'écriture qui rend la chose digeste. Voilà. Et le film regardable. Voilà, bon, c'était globalement ça. Voilà pour mon top. Moi, je vais m'arrêter là. Ok, écoute, moi je vais donner un top alors qui va rejoindre un petit peu le tien, c'est-à-dire effectivement sur le traitement du sujet. Et je trouve que c'est assez bien fait dans le sens où on comprend assez bien ce qui a mené à cette situation-là. Et c'est encore une fois pas sensationnaliste. Voilà, et notamment au niveau de Prénat et Barbarin. Alors il faut savoir que Prénat, en fait, il a toujours avoué, il a jamais nié. C'est ça qui est extraordinaire. Et voilà, donc ça on le voit. Et finalement, c'est leur réaction qui est un petit peu dingue, et ça je trouve qu'on le comprend très très bien. C'est-à-dire que Ozon, il a pas fait une sorte de complot en fait de l'Église pour cacher tout ça et tout ça. C'est une omerta en fait, plus qu'un complot.
et ils en parlent pas et ils font traîner. Donc quand il y a Alexandre, qui est la première victime, qui envoie les premiers mails, les premières lettres. Du coup, Barbarin les lit. Il y a sa secrétaire, je sais pas très bien comment on dit dans l'église, elle a probablement un titre, mais non, mais elle est présentée comme psychologue au début. Ouais. Qui les transmet aussi. Tu as l'impression qu'elle est présentée comme psychologue, mais en fait, elle est pas du tout psychologue. C'est juste une sorte de secrétaire de relais qui s'occupe de ses affaires un peu, voilà. Et tu sens qu'elle est pas tellement sur le coup, voilà. Et en fait, il gère pas l'affaire. Alors, il crée une rencontre entre ce personnage et Prénat. Puis après, il veut rencontrer Barbarin. Et en fait, tu vois qu'il la gère pas cette affaire. Et il y a même un moment où, c'est un peu plus tard, c'est une autre victime, et je crois que c'est François qui veut rencontrer Barbarin. En tout cas, Barbarin lui propose. Et Barbarin, il dit oui, mais ça pourra pas se faire avant mi-novembre, quoi. Et alors le mec, il est en train de lui dire qu'il va alerter la presse. Et donc on peut s'imaginer que s'il voulait étouffer le truc, il arrête tout et tout ça. Et il dit bah non, j'ai un voyage au Liban. Et puis c'est assez rigolo, il raccroche avec ce mec-là en disant bon bah voilà, c'est comme ça. Puis il dit j'allais quand même pas annuler le Liban pour ça, quoi. Et donc en fait c'est ça qui est assez bien traité, c'est qu'on voit que c'est pas un complot de milliers de pédophiles qui voudraient machin et tout. C'est juste qu'ils sont à l'ouest, qu'ils étouffent l'affaire, mais de manière un peu passive. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire en laissant faire les choses, quoi. En disant... Et ce qui regrette le plus, c'est que le père Prénat, pardon. C'est que le père Prénat ne s'excuse pas, ne demande pas pardon à la première victime. C'est ça qui les dérange le plus. C'est-à-dire que tu sens qu'ils sont plus dans leur délire religieux de demander le pardon, etc. Et puis voilà, on n'a pas à faire... Enfin, amenons pas tout ça en justice, etc. Et puis même, ils ont beaucoup de problèmes à essayer de le faire radier, qu'il soit plus prêtre, quoi. Voilà. Je crois défroquer, on dit, il me semble. Dans le jargon, on l'entend pas dans le film, mais il me semble que c'est comme ça que ça se dit. Et le ramener. Alors je sais qu'on peut dire le ramener à un statut laïque. Voilà, le ramener à un statut laïque. Et alors, t'as l'impression. Clairement, tu peux te dire en quoi ça leur pose problème. Voilà, je veux dire, ils pourraient très bien le virer. Ils auraient très bien pu le lâcher depuis longtemps. Et tu sens que, alors bon, il nous explique quand même qu'il y a des histoires de, il a ramené beaucoup de fidèles et de l'argent à la paroisse. Voilà, donc comme il y a cet aspect-là, ils peuvent pas lui tourner le dos, mais en même temps. Pourquoi, tu vois, je veux dire, en fait, c'est incompréhensible, et tu sens que il y a ce truc presque un peu sectaire, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont un peu enfermés dans leur monde. Ils ont d'autres lois, d'autres façons de penser, et en fait, finalement, ils veulent pas étouffer l'affaire, mais ils veulent juste pas trop en parler, pas. Bon, voilà, on va le muter ailleurs, on va, voilà, n'en parlons pas, c'est pas la peine. Quand l'affaire est médiatisée et qu'il fait sa conférence de presse, il a cette phrase, Barbarin, qui donne son titre au film, il dit « Grâce à Dieu, les faits sont prescrits ». Oui, ça c'est le point d'orgue. Et il se rend même pas compte de ce qu'il dit quand il dit ça, quoi. Il se fait reprendre par un journaliste assez rapidement, et quand et tout de suite il accepte, il dit oui, non, il noue un peu le poisson, quoi. Voilà, mais il noue le poisson et en disant « Je vous remercie de m'avoir repris, j'ai fait une erreur », tout ça. Mais il faut qu'un journaliste lui explique que... Tu peux pas dire grâce à Dieu les faits sont prescrits. Grâce à Dieu les faits sont prescrits, quoi. C'est quand même fou. Donc voilà. Bref, du coup, c'était ça mon top. C'est finalement dans le traitement de l'affaire, on comprend assez bien les enjeux des uns et des autres. Et du côté des victimes, du coup, on comprend très très bien les enjeux qui sont de... finalement comment dire, d'avoir une nouvelle vie, quoi, parce que pour certains il y en a un même qui dit bah voilà, maintenant c'est ma vie, la parole libérée, l'association. C'est l'association La Parole Libérée qui est créée. Non, c'est vrai que oui, il y a cette problématique de chaque personnage qui le vit différemment, parce que voilà, pour un peu raconter un peu plus, on va suivre principalement 3 personnages. Donc le premier qui est un catho, voilà, qui va à l'église, tradit, un peu bourgeois, qui vit à Lyon, voilà, avec sa petite famille, avec 4 enfants. Les enfants blonds qui ont des petites chemises sous les petits pulls et l'arrêt sur le côté. Très croyant, et voilà, c'est le premier à porter plainte. C'est de lui que va tout partir. Si, à porter plainte. C'est le premier à porter plainte, oui. C'est parce qu'en fait, il bute sur l'église, et puis au bout d'un moment, il envoie une plainte, même s'il sait très bien que les faits sont prescrits.
Mais il envoie une plainte au procureur pour... Lui, il essaie de traiter ça en interne dans l'église. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il envoie des lettres même jusqu'au pape. Voilà. Puisque c'est assez présent au début, c'est que le pape veut faire le ménage dans l'église à ce niveau-là. Et donc il essaie d'aller dans le sens du pape en disant, voilà, s'il a dit ça, c'est que voilà, maintenant il faut faire le ménage. Donc voilà, on voit l'évolution de ce personnage. On a dans un second temps, on a un autre personnage qui va être... allez, pour vraiment caricaturer et le dire vite, une sorte de bobo qui travaille dans la com ou équivalent, un peu populaire, un bobo un peu populaire. Ouais, voilà, qui est laïque, qui est plus du tout catholique, voilà, qui est un peu de gauche, on va dire, un peu provocateur, un peu voilà, qui lui va vouloir faire un peu plus appel aux médias, qui va vouloir faire des opérations coup de poing, comme notamment à un moment donné dessiner une bite dans le ciel. Avec un avion enfin bon, bref, voilà, y a ça. Et le troisième personnage, ça va être un peu plus allez, comment on pourrait dire ça, quelqu'un qui est un peu perdu dans sa vie, qui a beaucoup de névroses, qui avec une peut-être sans doute un peu pauvre, ouais, c'est ça, c'est des classes pauvres, voilà, classe pauvre de la population. Qui a très mal vécu toute sa vie, bourgeois, voilà. Classe moyenne et ce qu'on appellerait classe populaire, qui sont en fait les pauvres, hein. C'est juste voilà. On dit et pas donc ce mot, ça me permet d'enchaîner avec mon flop, tout ça. Allez, voilà. On t'écoute pour ton flop. Alors ça va être un double flop. Mon premier flop, c'est que justement j'ai trouvé peut-être ces personnages un petit peu caricaturaux. Alors je comprends pourquoi il a sélectionné ces personnages-là. Et ça se rejoint avec mon deuxième petit flop, c'est que ça me dérange que ce soit une fiction, finalement. C'est-à-dire que pour une affaire qui est aussi chaude comme ça, qui n'est pas encore terminée et tout, en fait, pendant tout le film, je me suis dit, mais bon, ça c'est romancé, est-ce que c'est vrai, est-ce qu'il a vraiment dit ça, etc. Alors on sait qu'il y a des choses qui sont vraies, comme, je sais pas, Barbarin, sa conférence de presse, voilà. Mais même quand tu regardes ce qu'a fait l'acteur et la vraie conférence de presse, tu sens quand même la différence, les personnages n'ont pas les mêmes attitudes, etc. Alors, c'est le principe de la fiction, hein, c'est-à-dire que si ça devait être réaliste, c'est compliqué. Mais sauf que, en fait, ce film nous oblige, alors même si je suis d'accord qu'il n'y a pas tellement de doute sur la culpabilité, ça, il n'y a aucun problème, mais en fait, c'est pas tellement ça l'enjeu du film, c'est de voir comment ces différents personnages que j'ai décrits avant vont évoluer, d'où ils sont partis, où ils sont arrivés. Et comme... En fait, je sais même pas si ces personnages existent vraiment parce que je crois que y en a où c'est le cas, il y en a d'autres où ils ont changé leur nom. Ils ont juste changé les noms, mais les personnages existent vraiment. Hein. Les trois là, ils existent vraiment. Tout le long du film, on se dit, mais est-ce que tout ce que ces personnages racontent se sont vraiment passés ? Est-ce qu'ils sont pas un peu caricaturaux ? Et voilà, en fait, c'est un peu le problème de ce genre d'histoire où en fait, on a plus envie de savoir ce qui s'est réellement passé que de voir une fiction qui pourrait romancer un certain nombre de passages et les rendre plus simples. Et moi, c'est ce que j'ai trouvé dans le simple fait de choisir ces trois personnages-là. Bon, il fallait bien sûr qu'on peut pas faire un film sur 25 personnes, voilà, mais je me dis il y a une volonté de forcer un message, voilà. Il y a un choix. Mais je pense ça me dérange un peu en fait. Je pense que pour défendre le choix d'Ozon et de ces personnages-là, je pense qu'il a voulu prendre trois personnages de trois catégories sociales différentes pour qu'on se rende compte des impacts sur chacun d'entre eux, en fait. Je suis d'accord. Voilà. Et que chez la famille bourgeoise, catho, tradi et tout ça, ça a créé ça a eu des conséquences. Oui. Chez la famille, on va dire classe moyenne aussi, et chez les pauvres aussi. Et ces conséquences sont pas forcément les mêmes d'ailleurs, mais elles sont dramatiques dans tous les cas. Et je pense que le choix, en fait, il l'a fait pour ça. Non, mais je suis d'accord que c'est pour montrer ces différents choix et puis montrer aussi que ces personnages se sont créés une vie à travers ça aussi, quoi. C'est-à-dire qu'il y en avait, notamment le dernier, en fait, il a une vie horrible, il a une relation qu'il qualifie de très toxique avec sa nana, avec sa femme, et ça se passe pas très bien. Et en fait, toute cette histoire, toute cette association, le fait de se réunir, de prévoir des opérations médiatiques et tout, et on sent des dérives à des moments donnés, quoi. Ils veulent en faire trop, et puis ils sont pas tous d'accord. Il y en a qui veulent médiatiser, faire des coups de pub, quoi. Voilà.
Et il y en a d'autres qui disent non, mais on est là pour une affaire qui est grave, avec il y a eu des viols, etc., des actes pédophiles, et on n'est pas là pour faire du cirque, pour faire du spectacle. Et tu sens les dérives de tout ça, de certains personnages qui sont peut-être moins atteints que d'autres et qui veulent plus en profiter pour se créer une vie ou une visibilité ou voilà, quelque chose, enfin de sortir de leur routine quotidienne, voilà. Donc c'est peut-être les petites dérives qu'on peut voir dans ce film-là. Mais voilà, moi c'est ce truc, c'est que tout le long du film, en fait moi c'est ça qui me gonfle un peu avec ce genre de film qui aurait pu être un documentaire, et quand tu l'as dit, c'est ça finalement. J'aurais préféré voir un vrai documentaire. Je comprends. Avec les interviews des victimes, avec etc., plutôt que de voir un truc où à chaque fois on se dit mais ça, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, j'en sais rien. Et en même temps ça me pousse, je veux dire, quand on sort de là, on a un jugement sur ce qui s'est passé, sur les personnages, etc., et pourtant on a vu une fiction, mais en même temps c'est pas vraiment une fiction. Voilà. Donc c'est là où c'est compliqué. Voilà, bon, c'était mon petit flop. Écoute, je vais enchaîner avec un flop, moi, qui va être différent pour le coup. Écoute, mon flop, c'est que c'est un film français. Et que moi, je suis pas allé jusque-là, moi. Tu vois, moi, je suis parti du principe que c'était un film français. Après, oui, si moi, tu je veux pars qu'on du parle de principe ça, que c'est un film français. Et ça reste très français dans le traitement et dans plein d'aspects. Et notamment alors, dans le jeu des comédiens. Et je vais pas dire qu'il est nul, parce que c'est pas vrai. Tu parles des nanas dépressives, surtout aussi. Des nanas dépressives. Bah, c'est un classique dans le cinéma français. Oui, les femmes dépressives. Les femmes dépressives et ouais. Voilà. Mais au-delà de ça, le jeu des comédiens, quoi. Déjà, il est inégal, je trouve. C'est-à-dire que, comme dans beaucoup de films français, il y a des comédiens qui jouent bien, d'autres qui sont nuls. Voilà. Donc, il y a vraiment une inégalité de niveau, moi, je trouve, de niveau de jeu entre les comédiens. Et même il y a des inégalités, moi je trouve, dans le film. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je trouve qu'un personnage il est très bon, il est très juste, et à d'autres moments pas trop. Et alors je sais pas d'où ça vient, je sais que les Américains et les Français travaillent différemment là-dessus, mais je sais que les Français travaillent moins aussi, tu vois. Et que souvent pour des films, les Américains, en tout cas les rôles principaux, ils vont travailler plusieurs mois en amont, faire énormément de recherches. Bon, il y a plein d'histoires comme ça pour des films américains où ils travaillent vraiment des mois sur le personnage, sur comment et après, ce qui fait que du coup après il est le personnage pendant toute la durée du film. Et en France, tu sens que c'est un peu plus bon, bah j'utilise mon talent, hop, je me pose, action, je joue, et puis je fais autre chose. Et des fois ça marche très très bien, même avec les comédiens principaux, et des fois je trouve qu'ils sont pas très justes et qu'ils sont un petit peu à côté. Alors bon voilà, ça c'est un flop. Pour moi ça c'est un truc qui me gêne, parce que il y a des fois où je suis dans le film et des fois ça me sort du film. Moi, pour rebondir là-dessus, je me suis posé aussi la question, surtout pour le père Prénat. Je me suis dit c'est compliqué de faire ce genre de rôle, quoi, tu vois. Ouais. Parce que en plus sur quelque chose qui est censé être une vraie histoire, c'est-à-dire que la plupart des spectateurs vont l'assimiler directement à un pédophile, quoi, voilà. Et puis comme on sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas capables de faire la différence entre l'acteur et le personnage, et ça c'est vrai, voilà, ça existe. Plus qu'on le croit. C'est quand même chaud de jouer ce genre de rôle. Bon, après, c'est pas quelqu'un qui se met en... Comment dire, c'est pas un acteur qu'on voit beaucoup et qui se met en danger, quoi. On le voit, on le connaît un peu, je me souviens plus je l'ai plus en tête, mais... alors par contre, j'ai trouvé que ce comédien-là qui joue le père Prénat, et lui, par contre, je le trouve très très bon tout le temps. Après, il apparaît pas beaucoup. Oui. Donc voilà. Mais je des trouve scènes fortes à chaque fois. Mais je trouve qu'il est très très bon, par contre, lui, dans l'incarnation du personnage. Parce qu'en fait, c'est surtout les moments où il apparaît, c'est quand il y a la confrontation entre ces trois fameux personnages et lui. Il me semble le deuxième aussi, il y a une confrontation, je me rappelle plus. Le deuxième, je crois pas. Il y en a une avec le premier avec Alexandre. Et puis avec Emmanuel, à la fin, il y a une confrontation devant la police parce qu'il est non prescrit. Bon. Mais avec François, donc, qui est le personnage, on va dire, des classes moyennes. Oui. Je crois pas qu'il y ait de confrontation. Bon, peu importe, mais enfin, c'est surtout, voilà, c'est des confrontations, c'est court. Mais après, c'est un peu les points d'orgue du film, quoi. C'est les moments où, c'est des moments complètement ouf. C'est-à-dire qu'on est face à un pédophile qui a toujours avoué faire ce qu'il a fait, quoi. C'est-à-dire qu'il s'est jamais caché de ça. L'Église était au courant. Il arrive, et en plus, quand il rencontre ses victimes, donc des fois 20 ans, 15, 20, 30 ans plus tard,
il les tutoie, il leur dit comment tu vas, si tu t'es marié, t'en es où, comme si c'était toujours des scouts, quoi. Et en fait, c'est totalement ouf, quoi. C'est-à-dire, c'est là où l'acteur est bon, du coup, parce que. Ouais. Mais en fait, est-ce qu'il y a besoin d'être excellent pour jouer ça, tu vois, c'est-à-dire que c'est tellement fort dans la façon de... Ouais, et à chaque fois, tu vois qu'à chaque fois qu'il y a une confrontation, ils disent, mais leur hantise, c'est, oui, mais s'il nie, quoi. S'il dit que c'est pas vrai, et il supporte pas, et en fait, il s'assoit, et puis la première question, est-ce que vous reconnaissez qu'il a dit, oui, bien sûr, oui, tout ça s'est passé. Vous reconnaissez tout? Oui, pas de problème. Et non, bon, c'est vrai que du coup, ça marche bien, quoi. Ouais. Ça, c'est pas facile à jouer, mais voilà. Et ben écoute, puisqu'on est dans les flops, je vais continuer avec un deuxième flop pour moi. C'est les flashbacks. Alors, il y a toute une série de flashbacks pour chacun des personnages. On voit un flashback au camp scout, dans le labo photo, etc., du père Prénat qui va aller rejoindre un enfant, voilà, ou l'emmener, voilà. Et je les ai trouvés un peu nuls, en fait, ces flashbacks. Je trouve que le film, il aurait été mieux sans. C'est très sentencieux. Oui. Et du coup, je trouve que ça apporte pas grand-chose, à part juste nous dire, vous vous rendez compte à quel point c'est terrible. Oui, je pense que c'est ça. Je pense qu'en fait, la volonté qu'il y a derrière ça, c'est de... Le problème, c'est que t'es 20 ans, 30 ans plus tard avec des adultes, et ça enlève, en fait, tout réalisme à ce qui s'est passé. C'est-à-dire, comme ils font qu'en parler... je pense que la volonté du réal, c'était de dire on va montrer ce que c'était réellement. Sauf qu'ils ne montrent pas non plus réellement ce que c'est, mais parce que bon, c'est un peu. Parce que tu peux pas montrer. C'est impossible, quoi. Tu peux pas filmer une scène de viol d'enfant. Et il y en a une, mais je trouve que c'est vraiment la plus ridicule. C'est qu'ils passent comme ça en revue tous les enfants. Oui. Il les regarde tous, ils sont tous alignés, il les regarde tous un par un. Ouais. Et puis hop, il revient en arrière, il en choisit un, il le prend et il partent comme ça tous les deux s'éloigner dans la forêt. Ouais, ils sont un peu... Mais on dirait... C'est un peu stupide, quoi. Et en même temps, si tu veux faire des vrais flashbacks, je trouve que ce qui aurait pu être intéressant à montrer, c'est comment on bascule de un moment où les gamins sont en train de jouer et tout ça, à une scène de viol dont personne ne se rend compte. La question, c'est est-ce que c'est des flashbacks ou est-ce que c'est des souvenirs dans la tête des victimes? Et ça expliquerait le côté un peu sentencieux, un peu, en plus la couleur est un peu jaunâtre, genre souvenir, voilà. Et en fait, bon, c'est peut-être pas des flashbacks, c'est peut-être ce que les gamins se rappellent avec, finalement, du coup, une mise en scène assez proche du rêve, du côté un peu, voilà. Et là, du coup, ça expliquerait effectivement Alors, je suis d'accord avec toi. Ça pourrait expliquer, mais du coup, dans ce cas-là, la mise en scène met pas assez en avant le fait que c'est pas du flashback et que on est dans du souvenir, on est dans la subtilité avec de du l'à peu cinéma près français. Tu vois, c'est... Toi, mais tu veux voir le personnage qui s'endort, l'image qui se floute et hop, il rêve et puis... Non, mais sans faire ça, et puis en après, mettant... hop, il se réveille en sursaut. Sans faire ça, en mettant des détails surréalistes, par exemple. Une licorne. Il est con, ce mec. Non, mais par exemple, quand t'es gamin, tu vois tout plus grand que ce que c'est, que les objets sont réellement. Alors, je sais pas, par exemple, dans le premier camp scout, là, si la tente, elle était énorme, disproportionnée, tout ça, on aurait compris que c'était une sorte de souvenir fantasmé et non un flashback. Voilà, parce que là, je trouve que c'est juste un flashback au milieu, comme ça, posé, qui vient te dire, regarde quand même, comme c'est terrible, la pédophilie. Et je veux dire, c'est tellement convenu de lancer un truc comme ça que voilà, c'est un peu nul, ça apporte pas grand chose. Bon, c'est pas hyper subtil. Non, mais je comprends ton. Voilà. Moi, j'ai essayé de me faire l'avocat du diable. Mais je comprends. Voilà. Mais en plus, et moi, je resterai campé là-dessus. Ouais. C'est que pour moi, le cinéma, c'est l'art du hors-champ. Voilà. Et c'est l'art de tout ce que tu ne montres pas. Et j'aurais tout un tas d'exemples, mais quand tu montres pas un truc et quand tu trouves une belle manière de pas montrer quelque chose, eh ben c'est ça qui va la rendre terrible, qui va te faire pleurer, qui va te faire rire, etc. Et donc du coup, si t'as pas de moyen de pas c'est encore mieux de pas montrer, et ça aurait rendu les actes pédophiles du père Prénat encore plus terribles selon moi. Voilà. D'accord, je comprends ce que tu veux dire, mais il est quand même pas tombé dans le piège de faire une scène hyper choquante qui serait un autre aspect du cinéma français, voilà. Oui, qui aurait été fait pour faire scandale à Cannes. Oui, c'est ça, voilà, qui aurait fait scandale, tout le monde en aurait parlé. Mais c'est pas François Ozon, c'est un réalisateur fémis, François Ozon. Donc... Oui, non mais bon, peu importe le réalisateur, ce que je veux dire. Son scandale, c'est de faire un plan en mouvement.
D'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que on aurait pu tomber dans ce genre de, tu vois, avec un plan vraiment horrible. En plus, là, on parle d'enfants, etc., de pédophilie, donc du pire truc possible. Du pire truc possible. Donc voilà, ça aurait pu avoir, il y aurait pu avoir ce genre de choses et il n'y a pas ce genre de choses. Voilà. Donc il y a que ces flashbacks qui sont là pour illustrer la possible réalité de la chose, quoi. Voilà. Léger flop. J'ai trouvé le film quand même un petit peu long. D'accord, 2h20 je crois. Ouais, 2h20, j'ai trouvé ça un peu long. Il aurait fait 1h40, je pense que ça aurait été bien suffisant. 2h20 en temps réel, mais pourtant en temps ressenti, c'était un peu plus. C'était 3h. Ouais, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, ça va finir quand ? En fait, c'est juste que dans le film, je me suis dit, c'est quoi la fin du film, quoi ? C'est quoi le procès, le procès a pas eu lieu. Ouais, non, mais bon, enfin, je sais pas après, c'est une fiction, donc on peut faire faire ce qu'on veut, tu vois. Imaginer. Ouais. Mais non, je me suis dit, c'est quoi ? C'est bon, voilà. Et en fait, on sent pas vraiment arriver à la fin du film, on sait pas où ça va s'arrêter, voilà. Et ça s'éternise un peu sur la fin, quoi. Voilà. Donc après, et surtout qu'on comprend assez tard ce principe de suivre 3 victimes différentes qui ensuite se rejoignent, etc. Et du coup, quand on voit qu'on en a 3, on se dit il va peut-être y en avoir une 4e et ça va pas s'arrêter, et etc., etc. Enfin, tu vois, et combien il y en a peut-être 10, tu vois. Et du coup, c'est voilà. Le film français, quoi. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire que tu vois pas. Alors, je dis pas que je suis fan de voir forcément dès le début la résolution du film, où le film veut nous amener, où il va nous arrêter, tu vois. Mais là, j'avoue qu'au bout d'un moment, je me suis dit bon, c'est un peu long. Et autant un documentaire, il n'y aurait pas eu ce problème-là, parce qu'un documentaire, on comprend assez vite quelle est. Enfin, assez vite, ça dépend comment c'est écrit, mais on comprend pourquoi il est fait, qu'est-ce qu'il va raconter, etc. Et bon, et en général, c'est plus court. Enfin, c'est plus court. Il peut y avoir des documentaires de 8 heures, mais ce que je veux dire, en général, on est un peu plus... Séries documentaires maintenant. Oui, il y a des séries documentaires, mais je veux dire, si ça avait été un documentaire, il aurait peut-être pas fait 2h20, quoi. Voilà. Donc, et en même temps, il y avait peut-être pas besoin de 2h20. Je pense que ça aurait pu être un film d'1h40 et ça aurait été aussi bien, je pense. Voilà. Bah peut-être, ouais. Mais bon, il y avait quand même pas mal de choses à raconter, notamment du point de vue des victimes. Donc voilà. Mais après, c'est pas tout pertinent. Tout n'est pas pertinent. Non, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Du coup, on va passer peut-être à la partie spoil. J'ai un truc hyper rapide pour la partie spoil. Allez, vas-y, attention là, ça spoil. Allez, partie spoil, les amis. Oui. Bon, pas besoin de faire des flonflons et tout. Oui. Non, juste, moi, ça m'a quand même beaucoup fait rire. C'est-à-dire que pendant 2h20, tu suis l'histoire d'un pédophile. Enfin, c'est horrible quand même, mais c'est super à charge parce que tu vois, ces mecs-là, leur vie, elle est pas foutue parce que voilà, mais elle est quand même sacrément endommagé, quoi. Tous ces 3 mecs-là, le père Prénat, c'est un pédophile, Barbarin, il l'a couvert un peu comme un salaud, quoi. Et le film se termine et le premier truc que tu vois écrit, c'est on rappelle que le père Prénat est présumé innocent jusqu'à ce qu'il soit condamné. Non, c'est sûr que... et fait comme ça, tu sais, je trouvais ça un peu gros, quoi. C'est-à-dire 2h20 d'horreur et puis t'as un carton qui te dit, au fait, peut-être qu'il est innocent, hein. Pour le moment on sait pas. C'était un peu gros quand même. Mais après c'est impossible, enfin quand t'as vu ça, de toute façon c'est impossible qu'il soit innocent, et puis même dans la réalité c'est impossible qu'il soit innocent, voilà. C'est ça, mais c'est la différence, moi, qui m'a fait entre la charge de 2h30 et puis d'un coup bon. Après, selon la loi, on ne sait pas. Hein. Bah, c'est la différence entre la théorie et la pratique. Là, on devrait tous dire attention, il est présumé innocent. On l'a dit d'ailleurs. On l'a dit au début. Voilà, on l'a dit, tu vois, attention. Mais sauf qu'en pratique, là, ça sent un peu le gasoil. Lui, il avoue, les victimes racontent tous des choses qui sont cohérentes, etc. Enfin, que lui-même avoue et pas. Enfin bon, voilà quoi. L'Église est au courant, même le pape est au courant. Non, ce que je veux dire, la dérive qu'il peut y avoir, c'est qu'effectivement, il y a de plus de films sur des affaires en cours comme ça. Et que des avocats aussi se servent de ça, c'est-à-dire sur des grosses affaires assez médiatisées, alors pas forcément de pédophilie, hein, de tout et n'importe quoi. Ça pourrait être tentant, parce que forcément, ça crée du buzz, ça crée, je veux dire, la communication du film se fait un peu toute seule aussi, hein, puisqu'il y a l'affaire qui est derrière, etc. Et je veux dire, un avocat et on peut penser à certains avocats qui adorent utiliser les médias pour plaider leur cause. Je vois pas de qui tu parles. Moi non plus. Et j'ai une enveloppe, par contre. C'est pas forcément. Bon, il y a lui, oui, mais lui aussi. Voilà. Bon, bref, il y en a plusieurs. Et en fait, quoi de mieux qu'un film, qu'une fiction?
finalement pour plaider une cause, quoi, tu vois. Après, tu peux pas non plus aller voir François Ozon ou un réalisateur français qui fait plein de succès à chaque fois pour lui dire tiens, fais un film sur mon truc. Non, pas à chaque fois, mais sur des grosses affaires, ça pourrait être possible parce que je veux dire, il y a plein d'avocats qui se servent de l'opinion publique pour plaider leur cause. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir éventuellement, même si évidemment c'est pas quelque chose de simple à mettre en place, tout le monde n'a pas un budget. Je veux dire, même s'il y a des avocats qui sont certainement très très riches, je pense pas qu'ils puissent arriver avec une enveloppe avec 5 millions d'euros pour faire un film. Mais après, il y a peut-être des réalisateurs qui peuvent être séduits par l'idée de faire un film qui va avoir de la promotion un peu tout seul. Et voilà. Et peut-être que le jugement rendu sur l'autorisation de ce film à se faire fera jurisprudence pour les autres. Aussi, ouais, c'est ça. Les notes en Aïoli, Monseigneur, on a beaucoup parlé de ce film. On l'a raconté en long, en large, en travers. On a donné des tops, des flops. On a donné peut-être même plus de flops, mais après, on ne sait pas. Peut-être que le top était très très gros et que les flops étaient petits. Pour toi, sur 5 Aïoli, ça donne quelle note ça ? 2,8. Alors, voilà. C'est-à-dire que à la fois c'était, c'était sûr et certain, et en même temps c'était blam posé comme ça, quoi. Ouais, 2,8. Comme une paire de couilles dans une meule de foin, quoi. Blah, 2,8. Je sais pas si ce genre d'analogie est le bienvenu sur ce genre de film. Je sais pas, non, remarque. C'était peut-être pas le bon film. Non, voilà. Alors, comme une paire d'hosties dans un bénitier. Voilà. Bon, non, pour juste étayer ma note. En une phrase. En une phrase, je dirais que, en fait, c'est l'affaire qui fait qu'on s'intéresse à ce film-là, et que, en vrai, je sais que c'est impossible de décorréler les deux, mais si on enlevait l'affaire, enfin le truc réel, et qu'il restait que le film, ok, il perdrait tout son sens, ça c'est normal, mais au-delà de ça, cinématographiquement, j'ai pas été... c'est pas foufou, quoi. Voilà, je veux dire, c'est pas. T'as pas été bluffé. J'ai pas été bluffé. Voilà, c'était sans plus, quoi. Voilà. Mais on s'intéresse plus au film pour l'affaire que pour le film en lui-même, quoi. Voilà. Alors, tiens, moi, je vais être un peu plus généreux que toi et je vais donner 3 Aïoli, ce qui est une note correcte. Alors, pourquoi 3 Aïoli ? Parce que déjà, il y a un truc qui est très casse-gueule, c'est que de dire, je vais prendre une affaire, je vais en parler et je vais me mettre du côté des victimes. Et pas parce qu'on est toujours du côté des meurtriers, des serial killers, etc. Dans toutes les affaires criminelles, je parle. Et voilà, on est toujours de ce côté-là parce que ça fascine les gens, mais on n'est jamais du côté des victimes. Et c'est un peu vrai. Sauf que si on fait les choses comme ça, c'est qu'il y a une raison. Et c'est que souvent, c'est un peu plus intéressant, un peu plus attirant pour le chaland d'essayer de comprendre ce qui se passe dans la tronche d'un serial killer que dans le pauvre gars qui s'est fait tuer, parce que a priori le pauvre gars qui s'est fait tuer, il est normal souvent, quoi. Souvent. Et voilà. Et donc du coup c'est un peu casse-gueule comme parti pris, et malgré tout il s'en sort avec un film bien correct et tout. Il y en a d'autres, et je donnerai pas de nom, mais il y en a d'autres, ça a chié totalement quand ils ont essayé de faire ça, et c'est même plus terrible, je trouve, pour les victimes encore. Donc là quand même, malgré tout, ça fonctionne, ça fait un film correct. Après, moi, les films français, bon. Pourtant, j'aime les plans fixes, hein, vraiment, quoi. Mais j'ai pas envie de lancer l'opprobre sur les films français. Enfin... Si, moi, oui, je lance l'opprobre et. Non, mais il peut y avoir des surprises. Des sneakers. Il peut y avoir des surprises, peut-être que. Mais là, il y a un film, il faudrait voir, il y a un film d'action avec Mathieu Kassovitz, Le Chant du Loup, ça s'appelle. Déjà, la bande-annonce. Moi, ça me rappelle, tu vois, Le Chant des Loups, ça me rappelle Le Pacte des Loups, et ça me rappelle de mauvais souvenirs, quoi, tu vois. En tout cas, je tiens à dire, juste parce que là, on a donné nos notes, le film, il est sorti hier. Oui. La critique, elle est quand même globalement dithyrambique, quoi. En disant que c'est génial. Ouais. Dithyrambique, ouais, en général. Oui, pardon. J'étais pas sur le coup. Du coup, je pense que la plus mauvaise note des critiques, c'est ce que j'ai dû mettre moi, c'est à savoir 3 sur 5. Ouais. Et voilà, donc je donne juste cette info après pour pas que ça biaise notre. C'est ça. Non, mais jugement. C'est un film qui est jugé pour pas que le film, quoi. Voilà, c'est jugé pour ce que c'est, pour la démarche, pour l'affaire, voilà, etc., etc. Sachant que est-ce que c'est vraiment casse-gueule comme sujet, tu vois? Non. C'est pas le sujet qui est casse-gueule. Je te dis que ce qui est casse-gueule, c'est de prendre le parti de se mettre du côté des victimes. Non, mais je remettais pas en cause ce que tu disais là. Moi, quand je dis est-ce que c'est casse-gueule, est-ce que c'est comment dire, est-ce qu'il a fallu un courage extraordinaire pour faire ce film? Je suis pas... tu vois, bon. Alors, malgré tout, pour donner quelques petites anecdotes que j'ai lues ça et là sur ce film et sur la façon de le faire de François Ozon, il a quand même
tourné toutes les séquences d'église ailleurs qu'à Lyon, en Belgique et en région parisienne. Et il a même tourné des séquences dans Lyon, mais il a pris un nom de code en fait pour le film. Donc le film s'appelait Alexandre. Parce qu'il y avait quand même une grosse pression. Et il a dit aussi qu'il a eu, sans dire que ça a été un calvaire, mais il a dit celui-là j'ai eu plus de mal à le financer que les autres. En fait, on comprend même dans le film que Barbarin a quand même pas mal de pouvoir à Lyon, avec notamment la mairie, etc. Et donc c'est sûr que c'est compliqué d'arriver, surtout que Lyon est une ville il a tout tourné en secret aussi. C'est une ville qui est assez catholique quand même, Lyon, et du coup, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué d'arriver, voilà. Mais bon, après il a réussi à le faire, et voilà, c'est pas, comme tu dis, c'était pas un calvaire non plus. Non. Après c'est sûr que forcément les catholiques sont pas forcément joyeux. Ils sont pas joyeux, quoi. Voilà, ils sont pas joyeux du résultat. Et en même temps, ils devraient l'être d'une certaine façon parce que tu peux, il faut faire ce nettoyage, quoi. Et c'est ce que j'ai pas mis dans les tops, mais d'insister, ça c'était pas mal. Le fait qu'ils insistent sur le fait que, notamment le personnage d'Alexandre, qui est le premier, il est très catholique, il le reste, et ce qu'il veut, lui, c'est, mais vraiment, quoi, viscéralement, il veut débarrasser l'Église de ces pédophiles, quoi. Et il dit, mais c'est pour le bien de l'Église que je le fais, et voilà. Et ça fait quand même partie des trucs intéressants. Même si à la fin, quand même, attention spoil, il y a un de ses enfants qui se retourne vers lui et qui lui demande, est-ce que tu crois toujours en Dieu? Et il répond pas. Mais ça, c'est tellement français comme plan, quoi. Oui, c'est ça, oui, mais c'est-à-dire, papa, attends, mais je l'ai vu arriver 1000 ans avant, d'autant qu'il y a l'autre qui parle d'apostasie juste avant. C'est ça. Et le plan sur... non. Enfin, en plus, des fois, ça marche. Et là, c'était trop prévisible. Voilà. Surtout quand on a vu beaucoup de films français. Moi, ça m'a fait remettre en cause en me disant, en fait, finalement, est-ce qu'il croyait en Dieu ou est-ce qu'il croyait en l'Église, ce personnage-là? Mais alors là, on part... on part loin. Est-ce que les croyants croient en Dieu? Je veux dire, non, mais non, c'est juste pour faire rapide, mais j'ai l'impression que ce personnage, en fait, il était plus content d'appartenir à une communauté, avoir des... je sais pas, tu vois, avoir du réseau, vivre dans un monde bourgeois, catholique, etc. Et que c'était plus important ça pour lui que Dieu, tu vois. Et que quand, finalement, cette église s'avère ne plus le soutenir, en tout cas, laisser faire ce qui s'est passé, avec des pédophiles, etc., il a plus confiance en cette institution-là, et finalement, il devrait rester que Dieu dans cette histoire, et il pourrait très bien devenir, je dis n'importe quoi, mais devenir protestant, ce que tu veux, ou aimer Dieu à sa façon, et finalement, il reste même pas Dieu. Donc en fait, c'est peut-être aussi une façon de pointer du doigt que c'est plus pour faire partie d'une communauté que vraiment croire en Dieu, quoi, voilà. Surtout qu'il en profite bien, il est dans cette bourgeoisie. Ce qui pourrait être tout à fait légitime d'ailleurs, tu vois, parce que tu peux aimer justement le côté scout, machin, et tout ça, tu vois. Et voilà. Mais honnêtement, pour te répondre, je pense que c'était vraiment pour le kiff de faire un plan féministe, quoi. Moi, j'essaie de défendre. C'est un plan français, quoi. Voilà. Un plan film français, et c'était vraiment celui-là, quoi. Papa, est-ce que tu crois en Dieu? Contre-champ. Mou qui veut pas dire grand-chose, et cut. Et voilà, quoi. Ça, c'est le plan français. On appellera ça. Bon. Ok, ça va. Bon, les amis, on arrive à la fin de ce Backlight. Tu vois, un film qui aura eu aussi ce mérite de pas mal nous faire parler, finalement. C'est vrai. Plus que Alita. Plus qu'Alita, c'est vrai. Même si on l'a mieux noté, tu vois, Alita, finalement. Les amis, c'était un plaisir de faire ce Backlight avec vous et avec toi, monseigneur. Mais merci, mais avec toi aussi, Mathias. On se retrouve très vite sur le Tarpin Bien pour l'une de nos émissions. N'importe laquelle, vous êtes le bienvenu. Et puis évidemment pour le prochain Backlight. Salut. Ciao.